participer à la conférence débat que nous propose M. Géraud et son équipe. Donc Léonard de Vinci, l'art de la vérité, qui fait suite, mais qui ouvre aussi de nouvelles perspectives pour l'œuvre de Léonard de Vinci, qui fait suite à une conférence débat qui a eu lieu dans notre mairie, c'est le 6e arrondissement, c'est ça, qui donc plutôt axe la réflexion sur le volet ingénieur de la vie de Léonard de Vinci. Donc on a eu l'occasion d'accueillir M. Géraud et de profiter de son savoir, de sa réflexion autour de l'œuvre d'Albert Camus, de l'étranger à l'homme libre. C'était en, je ne me rappelle plus, l'année dernière. C'était l'année dernière. Donc en partenariat avec l'Espace 44 qui proposait à la même période à peu près une pièce de théâtre, donc l'étranger. Voilà, c'est dans ce cadre-là qu'on a voulu prolonger les partenariats puisque ça s'est très bien passé. C'est une personne d'une grande richesse qui est ouvert à l'échange et au débat et qui peut nous enrichir au niveau de la vie du premier arrondissement, enrichir les habitants du premier arrondissement. Et puis qui nous propose aussi, en guise d'exposition pour ce soir-là, des croquis de reproduction, je ne sais pas si je le présente bien, mais de l'œuvre de Léonard de Vinci dont tu auras l'occasion de vous présenter pendant son exposé. Voilà, je vous souhaite une bonne conférence et puis l'idée c'est qu'on puisse ouvrir au débat juste après la fin de l'intervention de M. Géraud et tout à la fin un petit verre de l'amitié pour continuer l'échange de manière un peu moins formelle. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Je vais m'asseoir là-bas et j'ai écouté comme vous. Voilà, merci. Voilà, alors on va parler donc de Léonard de Vinci. C'est toujours difficile de le placer dans un contexte inconnu, tellement il est connu. Mais je voudrais quand même vous donner quelques exemples pour démarrer cette conférence et pour vous dire que des fois les études léonardiennes ont des difficultés en raison de la très grande connaissance, ou plutôt de la mi-connaissance de Léonard. Alors je m'explique. Donc le Figaro récemment a fait un numéro spécial qui est très bien dans sa globalité. Donc quand vous le lisez, si vous ne connaissez pas du tout Léonard de Vinci, c'est vraiment fabuleux. Ça vous donne tout de suite une grande perspective. Il y a plusieurs spécialistes, il y a des non-spécialistes aussi, mais en tout cas ça vous donne des perspectives. Comme vous disiez d'ailleurs par rapport à la présentation. Alors, après il y a les détails. Donc, premier détail, il est indiqué par exemple des choses sur le caractère psychologique de Léonard de Vinci, alors que ça se base en fait sur l'étude de Freud. Donc l'étude de Freud est très intéressante, mais elle n'a rien à voir avec Léonard de Vinci. Alors pourquoi? Parce que c'est une erreur de traduction entre l'italien toscan de Léonard de Vinci et l'allemand parlé donc par l'autrichien Freud. Le traducteur s'étant trompé, Freud s'appuie uniquement sur la traduction et il fait une exégèse psychologique du personnage de Léonard de Vinci. Nous, en termes de spécialistes, ça fait quand même des années déjà qu'on sait que c'est une erreur, donc on considère simplement que le texte de Léonard de Vinci, de Freud, est intéressant en soi, mais ne nous apprend rien sur Léonard de Vinci. Et je vois que malheureusement, eh bien, en 2010, on a quand même un numéro spécial qui l'utilise. Donc, ils ne se sont pas mis à jour et ça continue. Voilà. Donc, après, on est obligé de rectifier. Je vais vous donner un autre exemple un peu plus technique. Par exemple, on vous dit que Léonard de Vinci n'était quand même pas très fort au niveau mathématique. La preuve, eh bien, il pense en 1504 qu'il a démontré la quadrature du cercle. Alors évidemment, avec une phrase comme ça, c'est assez percutant. Donc, ceux qui sont un peu mathématiciens connaissent bien la quadrature du cercle, savent bien que c'est un problème qui n'est pas résolu. Et ensuite, au niveau des spécialistes, d'abord, c'est pas 1504. Donc, vous allez me dire, c'est pas vraiment important, mais c'est quand même 1509. Et vous, quand vous êtes lecteur et vous lisez ça, vous vous dites pourquoi il y a écrit 1504 et pas la vraie date. Donc, on voit en fait que c'est une citation d'une citation. Donc, en réalité, c'est le 28 avril, donc 1509,
1609. Ça fait partie des rares notes de Léonard de Vinci qui sont annotées et datées. Donc c'est extrêmement rare. Vous savez, on n'en a même pas une vingtaine en tout. Sur 6000 pages, ça fait quand même très peu. Et donc là, il le précise. Alors, juste pour dire que, vous voyez que même les dates, des fois, sont erronées. Je ne dis pas que le propos est erroné, mais vous savez, l'Académie française, en 1777, avait déjà décidé de ne plus recevoir de solution de ce problème, tellement elle recevait de solutions fausses. En fait, ce n'est pas simplement Léonard en 1509 qui fait une erreur, c'est l'ensemble de l'humanité, jusqu'à arriver au fameux théorème de Van Zel sur les extensions de tours quadratiques de 1874. Après, ça a été utilisé par le résultat de Liouville qui va créer les nombres transcendants. Et finalement, ce n'est qu'en 1882 qu'on a la démonstration que pi est un nombre transcendant. Et comme quoi, puisqu'il est transcendant, ce n'est pas un nombre constructible. Et comme il n'est pas constructible, on ne peut pas le dessiner à la règle compacte. Donc, la quadrature du cercle est impossible. Tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire que la compression de l'information, c'est j'étudie Léonard de Vinci, il fait une erreur, j'en déduis qu'il n'est pas bon en maths, alors qu'en fait l'humanité a mis 3 siècles après pour trouver l'erreur, c'est quand même assez léger en termes de critique. Alors, c'est vrai qu'il n'est pas fort en maths au sens d'un chercheur en mathématiques, mais c'est un passionné qui a pas mal redécouvert de choses, et il a beaucoup travaillé avec Luca Pacioli, qui lui est un grand mathématicien, et c'est lui qui a fait le fameux livre Divine et Proportione, donc la proportion divine, qui a été illustré par Léonard de Vinci. Alors, quand vous voyez l'illustration par exemple de Léonard de Vinci, et vous avez les solides platoniciens, et là je rentre petit à petit dans le dessinateur pour que vous voyez le rapprochement, vous avez des solides platoniciens qui sont dessinés en 3 dimensions. Bon, ceux qui font un peu de dessin ne sont pas impressionnés. Quand ensuite je vous dis que les 3 dimensions, en fait, c'est des squelettes, c'est-à-dire qu'on ne voit que les arêtes et on voit à travers, et que donc on a un effet de perspective. Vous savez, donc c'est aussi le créateur de la perspective, vraiment au sens littéral du terme. Et ensuite, que chacune des arêtes, c'est une forme de barrette taillée, donc en fait, comme un parallélépipède, et vous avez cet élément de surface. C'est Léonard de Vinci qui est le premier à utiliser le concept de squelette, que nous on va utiliser beaucoup en mathématiques, c'est-à-dire que l'architecture n'est pas pleine, et on regarde uniquement la structure. C'est très intéressant en termes de points, arêtes, sommet. Alors quelle est la difficulté? Eh bien je pense qu'en fait, à l'époque de Léonard de Vinci, il n'y avait que Léonard de Vinci pour pouvoir dessiner ça. Donc là, d'un seul coup, vous dites, parce que vous comprenez, dessiner un visage, c'est quand même essentiellement à la portée de tout le monde, surtout quand il est mal fait. Vous voyez? Bon. Le problème, c'est que quand c'est très géométrique, si c'est mal fait, c'est pas dessiné, c'est raté, c'est tout. Vous voyez? Quand c'est mal dessiné un visage, on se dit c'est quand même un visage. Si vous ne faites pas un cube correct, ben c'est plus un cube. Et donc, pour un mathématicien, donc par exemple dans la divine proportion, ils ont refait un alphabet. L'alphabet, ils l'ont réécrit. Et il est complètement codé, c'est-à-dire en fait c'est simplement des éléments de tangence, de cercle, de conique, de parabole pour réécrire l'alphabet. Donc c'est un alphabet qui est complètement normalisé et maintenant on peut l'implémenter sur un ordinateur. Pour avoir ce degré de précision, il faut vraiment que tout soit géométrique. Donc là il n'y a pas d'erreur possible. Alors, aborder, si vous voulez, ici en fait on va parler de l'art de la vérité. Alors, vous voyez, c'est presque un oxymore, parce que normalement, l'art, c'est vraiment l'art du beau, et pas du tout du vrai. Alors, jusqu'à l'époque de Léonard de Vinci, l'art s'intéresse à la beauté en elle-même comme objectif. Et à partir du moment où on a un objectif de ce genre, on se dit que les étapes intermédiaires doivent appartenir à ce type d'objectif. Donc, en fait, si c'est en partie beau, après c'est en partie beau, et finalement le but c'est de devenir beau. Léonard de Vinci se met dans un autre cadre. Il ne vise pas du tout le beau dans son processus. Il ne vise que le vrai. Et comme il vise le vrai, à la fin, nous on trouve que c'est beau. Parce que s'il visait le beau, eh bien on trouverait que c'est faux. Le beau en soi est faux. C'est pas grave. C'est-à-dire comme but. Là, je vous donne un exemple ça va rejoindre
un peu ce que vous disiez au départ par rapport à la relation avec le théâtre, une pièce de théâtre est fausse. On sait, parce que sinon c'est pas la réalité. D'ailleurs, on peut même faire pire. Si vous faites jouer à un acteur le rôle de quelqu'un, et bien ce quelqu'un joue moins bien que l'acteur, son propre rôle, qui est sa vie. C'est quand même un paradoxe, parce que vous dites, mais vous voyez en fait le type. Il y a des films qui utilisent ça, ils utilisent des vrais personnages qui jouent leur propre rôle, qui sont en général mauvais. Et puis vous avez des acteurs qui sont des vrais hypocrites, au sens littéral du terme, au sens grec, au sens d'acteurs, et bien qui jouent très bien leur rôle qui n'est pas le leur. Donc, à la fin, on peut se poser la question, qui est le vrai? Est-ce que c'est le vrai qui joue tellement mal qu'on le trouve faux, ou est-ce que celui qui est parfaitement faux et qui joue tellement bien qu'on le trouve vrai? Oui. Donc, là, l'idée, c'est, par rapport à cet exemple, c'est le contraire. C'est-à-dire qu'on travaille maintenant sur la vérité, et on cherche à tout prix la vérité. Donc, on va prendre des exemples concrets. Et, alors, donc, une mise en bouche d'abord, donc ça, c'est le fameux autoportrait de Léonard de Vinci, et à la fin, vous rajoutez présumé. Donc, vous sentez tout de suite que ça commence mal. C'est-à-dire que, même sur un truc aussi simple, donc, Léonard de Vinci est connu, vous voyez que manifestement il est vieux, donc, il a traversé plusieurs pays, tout le monde le connaît, tout le monde connaît son visage, et la seule chose qu'on a à dire sur ce truc qui est un autoportrait, c'est qu'il est présumé. Alors, et donc, au niveau de la technique, c'est pas très compliqué. Alors, le pointillé, vous voyez, en fait, c'est la détérioration. On parlera beaucoup de détérioration. Et à propos de détérioration, je vais vous donner donc le troisième exemple, parce que je vous avais promis 3 exemples, mais je vois que vous ne branchez pas, donc normalement vous allez le dire. Pourtant, je sais qu'il y en a qui peuvent retenir sur la chose. Alors, le troisième exemple est le suivant. C'est à propos de la Joconde. Alors, dans la revue qui est indiquée, on nous explique qu'il y a une approche psychologique du problème du personnage. Et donc, quelle est la question? C'est pourquoi celui qui a fait la commande de la Joconde n'a pas gardé le portrait? Non, ça ne vous surprend pas, c'est une question importante quand même. Vous faites un portrait comme la Joconde, d'accord? Vous le faites dessiner par Léonard de Vinci, à la fin, vous ne le prenez pas. Ça ne vous choque pas? C'est choquant quand même, non? Oui, il était inachevé. Comment? Il était inachevé. Non, il n'est pas inachevé. La Joconde ne fait pas partie des œuvres inachevées. Mais c'est vrai que ça aurait pu être une idée. Voilà. Donc en fait, on peut avoir plusieurs scénarios. Et un des scénarios qui a été proposé, c'est, ça va te faire plaisir André, tu vois, c'est de dire que comme il avait épilé la Joconde et que c'était une habitude pour des prostituées, l'acheteur n'en a pas voulu. Donc, quand vous entendez ça, vous dites que c'est quand même vraiment un signe d'érudition, il fallait le savoir. Le problème, c'est qu'elle avait des sourcils. Donc ça, on l'a su plus récemment, avec un ingénieur français qui a construit une caméra à 12 phases, c'est-à-dire pas une caméra qui peut capter même de l'infrarouge. Et en fait, en faisant des grossissements plus de 500 fois en allant au Louvre, il a remarqué qu'en fait, la Joconde a des sourcils. Voilà, donc on a les points de départ. Et donc ce qui veut dire quoi? C'est que quand quelqu'un d'érudit, ou prétendu érudit, ou en tout cas au moins savant, vous raconte quelque chose, attendez quand même. Hein. Vous voyez, vous dites quand même que c'était vraiment érudit de connaître que les prostituées à l'époque, elles enlevaient leurs sourcils, donc évidemment c'est une explication imparable. Donc vous voyez bien que quand vous avez ensuite la caméra, donc c'est quelqu'un qui est complètement idiot, un ingénieur quoi, par rapport à l'érudit, hein, d'accord? Et donc vous imaginez combien d'érudits ont dû jeter leur papier, leur publication par rapport à cet ingénieur imbécile qui a fini par trouver qu'en fait il y avait quand même des sourcils. Et ce qui est surprenant, si vous voulez, c'est que, et c'est ça que je trouve beau dans les études léonardiennes, c'est d'avoir aussi l'esprit de l'enfant et de se dire, moi je veux prendre ma caméra, je veux voir s'il y a des sourcils. Or, la plupart d'entre nous, parce que nous on est quand même toujours des spécialistes, on se dit, à partir du moment où un grand spécialiste l'a dit, c'est certainement vrai. Et j'adore donc ce degré d'imbécilité qui caractérise un peu les scientifiques, c'est-à-dire qu'on dit, bon bah si c'est vrai, bah, je vais vérifier quand même. Hein. Et je crois.
Mais quand je l'aurai vérifié, je vous parlerai plus. Et là, vous allez vous rendre compte aussi d'un autre problème, c'est que finalement, on croit que quand on n'a pas accès à la connaissance, sinon il n'y a pas besoin de croire. Vous montrer. Par exemple, si je vous dis je tiens un micro, vous n'avez pas besoin de le croire. Si je vous dis je tiens un micro, vous êtes obligé d'y croire un peu quand même. Bon, je vois qu'elle s'inquiète déjà si je vais le lâcher ou pas. Donc, mais vous voyez, ne vous inquiétez pas, Einstein est là. Mais c'est toujours pareil. Je vais vous raconter plusieurs choses sur Léonard de Vinci. Moi, ce que je veux, c'est pas que vous m'écoutiez. C'est que vous réfléchissez et vous dites, d'accord, mon Ligéros a dit ça, mais est-ce qu'il en est sûr? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que je vais pouvoir le vérifier? Est-ce que c'est pas encore une tradition où on se dit toujours ça? Par exemple, ça, on dit c'est le portrait présumé. Alors là, évidemment, c'est un peu dur de remettre en cause ça, parce qu'il faudrait qu'on arrive à trouver le document. Il n'y a rien de spécial sur ce document, et comment attester? Si je vous disais par exemple qu'au dos, il y a la signature de Léonard de Vinci. Ben, moi, je serais vous, je vous dirais, faites voir. Voilà, c'est ça. C'est ça que je voudrais de la part de ce public, d'accord? Donc imaginez qu'on le fasse un peu comme une séance de brainstorming entre chercheurs, et on se dit, d'accord, mais il va raconter plusieurs choses, mais partie du principe que la plupart des choses sont fausses. Et si vous arrivez à vous convaincre après en réfléchissant, ou même en fouillant, c'est un peu le plus aussi dans cette mairie, c'est de poser des problèmes et puis après d'essayer de voir si vous pouvez y réfléchir, refaire quelque chose, etc. C'est pareil aussi pour les fusains et les monolithes. L'idée, c'est quoi? C'est le geste. Léonard de Vinci est un très grand peintre. C'est sans doute un des meilleurs qu'on ait eu dans l'histoire de l'humanité. Mais ce n'est pas le meilleur. Ce n'est pas le premier non plus, vous ne pouvez pas le dire ça, d'accord? Parce que vous avez un problème pour dire le premier, c'est impossible. Il y en a des précédents. Donc ça, vous savez un peu l'histoire de l'art, bien que bon, c'est difficile de les enlever. Quand on est sur quasiment la même période, je ne parle même pas du passé, je vous mets carrément Botticelli, Michel-Ange, Raphaël et Léonard, et qui déjà, beaucoup vont être diversifiés. Il y a des critiques qui sont faites entre eux. Donc, par exemple, Michel-Ange va dire Léonard, il finit jamais. C'est vrai. Enfin, quand il finit, il finit. Léonard va dire de Botticelli qu'il ne sait pas dessiner les nues. Donc, évidemment, vous, comme vous avez en tête la Vénus, vous dites, bon. Et après, il faut que moi je me positionne là-dessus. Parce que vous dites, d'accord, il a dit ça à Ligéros, après il dit ça. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il fait? C'est très facile, bon, ça va gêner les femmes, c'est pas rien, je fais mon possible. Et les femmes sont un peu plus grasses que les hommes, en moyenne. C'est ce qui explique d'ailleurs une plus petite taille du cerveau. Parce que souvent les gens disent c'est plus petit cerveau, donc elles sont moins intelligentes. En fait, c'est pas ça. C'est que les cerveaux des hommes, ils sont un peu plus gros parce qu'il faut qu'ils utilisent les nerfs pour activer tous les muscles. Et pour les messieurs, le fait qu'on soit musclé, eh bien, on a besoin d'avoir un cerveau qui utilise un système neuronal pour pouvoir gérer tous ces muscles. Si évidemment vous avez à la place des muscles beaucoup de graisse, vous en avez de grands besoins. Donc, le quantitatif au niveau cérébral, il faut le renormaliser par rapport au poids. Et là, vous allez vous rendre compte que les hommes et les femmes, au niveau du poids, quand c'est renormalisé, c'est à peu près la même chose. Alors, vous allez dire, mais pourquoi ils disent ça? C'est pareil pour les dauphins. Les dauphins, c'est ce qui est le plus près. C'est pas les... Alors, au niveau de la masse, pourquoi en fait la Vénus, vous la trouvez bien alors que Léonard de Vinci dit qu'il ne sait pas les peindre? S'il n'était pas très rond, vous la trouverez moins bien. Alors vous allez me dire pourquoi. C'est très simple. Léonard de Vinci ne dessine jamais de l'extérieur. Il dessine toujours de l'intérieur. C'est pour ça qu'il va faire des études anatomiques. En fait, quand il dessine, il connaît le positionnement des os. Ensuite, il connaît le positionnement des tendons, il met les muscles, il les fait gonfler suivant le mouvement qu'il veut définir, et ensuite il place la peau. Alors qu'en fait, les gens normaux comme nous, quand on dessine ce qu'on voit, on ne dessine pas ce qu'on comprend. Et le problème, c'est qu'on ne voit pas grand-chose parce qu'on ne comprend pas grand-chose. Par contre,
j'ai fait le test, je vais vous dire ce que je veux dire, en plus clair. J'ai montré en fait des dessins de Léonard de Vinci à un ami médecin. Alors il me dit tout de suite, ah ça c'est mauvais, ça c'est bien, et c'est pas du tout l'œil, comment dire, du spectateur normal qui voit une œuvre d'art. Il se dit, écoute, là les branchements de la vessie sont pas bons. Il ne peut pas faire ça. Ou là il a simplifié. Là il dit c'est très bien au niveau du foie. Alors que quand vous le regardez, vous vous dites qu'est-ce qu'il a fait de spécial. Évidemment, c'est que si vous n'avez jamais vu un foie, un vrai quoi, ni un cœur, et tout ça me semble très, pas superfétatoire, mais en tout cas très arbitraire. Maintenant, revenons aux humains. Quand vous regardez en fait la face, je vais vous donner un exemple très simple, vous pourrez le faire chez vous pour pas qu'on soit moche les autres tous, surtout les plus âgés comme moi. Essayez de vous voir dans un miroir à l'envers. Vous allez vous trouver moche. Pourquoi? Parce que la gravité, ça tire. Quand vous avez des gros joues comme moi, ça tire. C'est-à-dire que moi, je m'habitue à voir mon visage tirer. Si je fais la gravité à l'envers, il est comme ça. D'accord? Alors, si vous voulez démontrer à votre propre individu que vous êtes incapable de voir ce qui se passe à l'intérieur, dessinez-vous à l'envers. Après, regardez-vous à l'envers, sans vous être regardé, et vous allez d'un seul coup comprendre que vous ne savez pas placer les zygomatiques, vous ne savez pas placer vos muscles, vous ne savez pas quelles sont les parties grasses, vous ne savez pas ce qui se tient. Et en fait, vous ne savez pas dessiner, vous savez simplement faire le bord. Voilà. L'élève qui fait son entrée discrète. Voilà. Et donc, l'idée c'est de dire, quand vous regardez ce portrait, ce qui nous fait penser que c'est des Léonard de Vinci, c'est que c'est très réaliste, même à un niveau interne. C'est-à-dire, donc là, je vais encore faire de la peine aux femmes, mais vous voyez ce trait-là? C'est un trait, en fait, qui apparaît à 30 ans. Alors, chez certains, ça apparaît plus facilement que avant. Mais, par exemple, si vous êtes une femme et vous avez ces traits-là, vous avez du mal à persuader quelqu'un que vous avez moins de 30 ans. Sauf si vous faites comme ça. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, vous voyez, en fait, c'est ce qu'on utilise dans les techniques de morphing qu'on voit maintenant. Donc, les gens de la police seraient beaucoup plus sensibles à l'approche de Léonard de Vinci, parce que des fois, en fait, on cherche des enfants qui ont 8 ans. Or, ça fait 10 ans qu'on les cherche. Donc, l'enfant, il ne ressemble plus à ça. Et on demande à un spécialiste, faites voir à quoi il ressemble. Et là, c'est vachement fort quand même. Parce que bon, dessiner quelqu'un qui est devant vous, c'est très bien, mais dessiner et de montrer comment il sera dans 10 ans, c'est plus dur. Et là, ça veut dire qu'en fait, il faut avoir une approche scientifique de l'objet. Si vous avez une approche scientifique de l'objet, vous êtes capable de dessiner quelqu'un comme il sera dans 10 ans. Alors que si vous avez une approche superficielle comme on a tous, quand on n'a pas fait d'anatomie, etc., eh bien, on dessine la personne, on la dessine très bien, on est incapable de dire comment elle sera dans 10 ans. D'ailleurs, la plupart d'entre nous sont bien contents de savoir qu'ils ne savent pas comment ils seront dans 10 ans. Je parle du faciès. Alors voilà, donc pour vous dire en fait que si vous regardez le nez, l'empattement, les yeux, l'enfoncement, eh bien vous allez vous rendre compte que du point de vue des spécialistes, ça pourrait être un autoportrait. Vous voyez la différence? Il y a une différence entre dire c'est sûr que c'est pas de lui et ça pourrait être. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a aucun élément que Leonardo ne ferait pas et qui se trouve là. Je vous donne un exemple. Vas-y André, on va s'activer. On va dépasser. Voilà, ici. Maintenant. Voilà. Alors, si je vous dis par exemple, ça a été. Vous savez rien, d'accord, hein, attention, hein, on s'est mis d'accord. Donc, on est dans la phase du geek idiot. Idiot au sens de Dostoïevskien, donc intelligent sans connaissance. Donc, je vous affirme, comme ça, je vous dis, ça, c'est une peinture de Léonard de Vinci. Donc, évidemment, si vous en avez jamais vu, vous dites c'est vrai. Bon. Maintenant, je dis, finalement, c'est pas très sûr. Bon, il faudrait savoir. Alors, si je vous disais par exemple que ce n'est pas une peinture de Léonard de Vinci, mais Léonard de Vinci l'a peint. Ça commence à être. Hein?
Là, il en dit trop ou pas assez. Bon, alors, si c'était une peinture de Léonard de Vinci dans sa globalité, eh bien, on aurait une erreur que Léonard de Vinci ne ferait pas. Le fait qu'il y ait cette erreur nous prouve que Léonard de Vinci, c'est sûr, n'a pas dessiné tout le tableau. C'est les pieds du Christ. Alors, vous connaissez cet effet, hein? Pour les gens qui sont un peu plus scientifiques, si vous mettez un bâton dans l'eau, il est brisé. Ceux qui ont lu Rousseau, les livres, savent aussi que c'est un exemple qui donne. Donc évidemment, si vous mettez votre bâton et vous le voyez brisé, si vous n'êtes pas physicien, la seule façon de démontrer à quelqu'un qu'il n'est pas brisé, c'est de le ressortir. Mais si vous essayez de lui démontrer qu'il n'est pas brisé en le laissant dedans, c'est raté. D'accord? Il faut un indice de réfraction, il faut plusieurs choses. Là, en fait, il y a quelque chose qui est faux. C'est que le Christ, il n'a pas les pieds tordus. Or, si vous mettiez le Christ et vous prenez votre appareil photo, ou Georges, qui est notre grand spécialiste, prendrait en fait, oui, ne t'inquiète pas, tu sais, on dit bien couvert comme Georges, etc. Je peux faire plusieurs choses. Alors, Saint-Georges. Alors, eh bien, l'appareil photo, lui, ne sait pas qu'il faut être intelligent et qu'il faut être parfait avec le Christ, donc il ferait les pieds tordus. Ça ne voudrait pas dire que le Christ, il est moins Christ. Ça voudrait dire que c'est simplement la vérité. Quand Verrocchio va dessiner ça, il veut que ça soit parfait. Et en fait, c'est parfaitement faux. Vous voyez? Donc nous, ça ne nous gêne pas parce que si je vous avais montré les Christ, le pied du Christ tordu, vous auriez dit quand même qu'il aurait pas droit. Non? Par exemple, maintenant, est-ce que vous voyez l'eau? Je pense qu'avec l'éclairage, c'est peut-être limite, mais vous voyez qu'il y a de l'eau. Voilà. Alors c'est assez drôle. Je peux faire pire comme critique, hein, et donc vous démontrez vraiment que c'est possible que c'est sur Léonard de Vinci. C'est que autour du pied gauche du Christ, vous avez des petits ronds. Et comme on dit, des ronds dans l'eau. D'accord? Or, qu'est-ce que ça veut dire en fait d'avoir des petits ronds? Ça veut dire qu'il y a un mouvement. Et non seulement il faudrait qu'il soit brisé, mais il faudrait en plus qu'il soit brisé de différentes manières en fonction du mouvement. Puisqu'en fait, l'eau, elle aurait un phénomène ondulatoire. Donc, ça serait vraiment un pied affreux. Or, il essaie de le rendre vivant en vous mettant des ronds dans l'eau. Donc ça, vous vous dites, vous voyez, c'est un peu vivant, c'est comme s'il venait de poser le pied. Mais s'il venait de poser le pied et vous le prenez à la caméra et ensuite à la photo, vous auriez un pied doublement tordu. D'accord. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Léonard de Vinci? Eh bien, il a dessiné l'ange qui est à gauche. Alors, vous voyez, par exemple, quand je vous dis Léonard de Vinci a dessiné l'ange qui est à gauche, là, vous êtes obligé de me croire. Donc, vous êtes d'accord, on parle du principe que vous ne savez rien. Bon. Par contre, si je vous dis de l'autre, il ne l'a pas dessiné, ça, vous n'avez pas besoin de me croire. Parce que vous savez, on va le voir au fur et à mesure, que Léonard de Vinci ne prend comme modèle que la nature et la physique. Donc, il ne s'amuse pas à faire des déformations pour faire plus beau. Lui, il trouve que c'est beau quand c'est vrai. Donc, dès que c'est faux, il trouve que c'est moche. Voilà. Donc, là maintenant, c'est un problème totalement arbitraire de savoir est-ce que l'ange est beau ou pas. Donc l'ange, et en particulier, ce qui est caractéristique, c'est la chevelure, d'accord, et le drapé. Alors le drapé, Léonard de Vinci, dans son traité de la peinture, nous dit beaucoup de choses sur le drapé, et il nous dit en particulier comment il fait pour le faire. Alors, vous allez remarquer que les drapés de Léonard de Vinci, c'est vraiment des super drapés. Or, la plupart des gens, quand on dessine du drapé, on le fait de façon identique. Je m'explique. Léonard de Vinci, dans son traité, il explique, il dit toujours tu. Attention, quand tu dessines un drapé, il faut faire attention à l'objet. C'est-à-dire, si c'est du lin, si c'est de la laine, si c'est du coton, si c'est tissé, si c'est grossier, si c'est fin, si c'est féminin, si c'est masculin. Ça fait un rendu différent. Alors, donc, prenez un exemple très simple, je pense que vous pouvez l'imaginer. Prenez un objet qui est en soie, d'accord? Je le pose comme ça ici, il chute. Dans sa chute, il ne ressemble pas du tout à une chute de lin. Et les femmes qui sont quand même habituées à des achats sauront tout de suite, même à l'œil, que ça, c'est pas ça. Hein. Ils sont capables même de vous dire maintenant qu'il y a du viscose, que c'est de la polaire, etc. Bon, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que juste à l'objet, vous le voyez. Alors, Léonard de Vinci, qu'est-ce qu'il faisait? Eh bien, il faisait des moulages, il les trempait, il les collait soit sur du plâtre ou de l'argile, et le drapé était fixé, et il le peignait.
Donc c'était vraiment le vrai drapé qui n'avait pas bougé d'un pli. Donc, alors que quand vous êtes un modèle et on vous dit ne bougez pas, je vais faire ton drapé, ben c'est bon, vous pouvez mourir. Parce qu'avant qu'il finisse, et pour avoir un modèle qui ne bouge pas au point que le drapé ne change pas, et alors attention, un truc un peu plus intéressant, au niveau du drapé, donc plus physique, si vous avez par exemple un drapé qui est de type vénitien, la texture, elle se fait en fait avec un fil prismatique. Donc, c'est une section triangulaire. C'est pour ça que les tissus vénitiens sont très brillants. Parce qu'ils réfractent la lumière exactement comme le prisme qui permet en fait d'avoir un spectre. Le principe de Newton. Donc, évidemment, c'est plus cher. Et si vous dessinez ça, ça ne peut pas avoir le même rendu qu'un objet qui a une fibre cylindrique. Vous voyez? Et donc ça, c'est décrit dans Léonard de Vinci. Et c'est pour ça qu'on sait. Alors, ce qui a impressionné en fait l'atelier de Valoc, c'est que quand il lui a dit de faire l'ange, alors c'est assez classique, hein, ne soyez pas choqués, quand un grand maître fait un grand tableau, il a une ribambelle de disciples qui fait l'ange, l'arbre, mais la synthèse, si vous voulez, ce qu'on appelle en France la composition, elle est faite par le grand maître. Et puis les autres finissent ou font des fois du remplissage. Donc le remplissage, par exemple, ça peut être le ciel. Bon. Mais là, précisément, on sait que Léonard, en tant qu'apprenti, entre guillemets, fait l'ange qui se trouve à gauche. Eh bien, vous allez remarquer effectivement que les drapés ne sont pas du même genre. Vous voyez? Alors, je sais bien que vous êtes pudique, vous ne regardez pas beaucoup le drapé du Christ. Bon, alors, prenons le drapé qui est complètement à droite. Et donc, c'est difficile d'essayer d'être honnête quand on est idiot, mais c'est faisable. Essayez de voir quel est le meilleur drapé en termes de réalisme. Et bien, vous allez vous rendre compte qu'il y a quand même une nette différence. Alors, peut-être que là, c'est un peu loin, donc je vous incite. Comment? Peut-être, oui. Mais le problème, c'est que c'est les trois qui s'activent. Non, j'ai déjà fait, c'est là-bas. Il faut connaître les lieux. Voilà. Alors peut-être que je vais vous lever, Georges va crier, mais ça fera sens. Vous voyez, en fait, ce drapé-là, d'accord, n'est pas du même genre que celui-ci. Alors, bien sûr, peut-être à la distance où vous êtes, c'est pas très. C'est mieux? C'est mieux, voilà. Alors, quelque chose qui pourrait paraître un peu difficile au départ, mais pensez en fait au traitement des ombres et des lumières. Alors, ce qui est un peu surprenant, ceux qui ont fait du dessin, ils vont se rendre compte que Léonard de Vinci ne pose la peinture qu'après. C'est-à-dire qu'en fait, il va faire de l'hachuré. On va en parler tout à l'heure aussi, en plus en détail. Il va faire de la microdivision. Donc, il va lui permettre de faire du hachuré, de mettre de la lumière, de mettre de l'ombre, créer du volume, et après mettre la couleur. Ça, c'est un travail énorme. Ça, c'est parfait. D'accord? Donc, mais, alors, c'est assez intéressant parce que si on ne vous disait rien et vous regardez ça, ce qui est important, c'est ces deux-là. Vous êtes d'accord? C'est vraiment le problème de la composition, de la commande. Et ça, c'est en plus, comme ça. D'accord? Comme ça. On pourrait essayer. Mais ce qui est intéressant, c'est que Léonard, grâce à cette peinture en particulier, s'est fait remarquer dans l'atelier. Et c'est pour ça, d'ailleurs, à un moment que Vercreux a dit moi, je n'ai pas à lui apprendre quelque chose. Alors, essayez de revenir en arrière, parce qu'on a fait ce point-là. Alors, ça, non, c'est bon, on laisse un peu. De toute façon, on parle du vrai, donc j'ai besoin de le voir. Alors, qu'est-ce qui est important ici? Quasiment tout. Alors, on est d'accord, hein, vous êtes parti du principe que vous ne croyez personne, et en particulier pas moi. Donc là, moi, je vous dis, c'est important, c'est tout. Vous dites, oui, là, il a exagéré. Alors, si on voit à quel point il exagère. D'abord, il n'y a pas de fond uni. C'est vrai, ça. Vous ne pouvez pas dire non. Alors ça, c'est caractéristique de la peinture byzantine. Fond uni, pourquoi?
pour avoir un personnage sacré, très bien visible, on s'en fiche du reste. Voilà. Donc, ensuite, au moment de la Renaissance, on commence à faire un personnage, qui peut être sacré ou pas, peu importe, on verra ensuite, et on commence à mettre du paysage. Alors, comme on ne sait pas bien faire encore, eh bien, on fait un paysage qui est complètement indépendant du personnage. Rien à voir. Deux choses, donc une approche, si vous voulez, schizophrénique. Ça ne nous dérange pas, on en a plein. Bien. Léonard, c'est le premier qui va définir ce qu'on appelle storia, c'est-à-dire l'histoire. C'est-à-dire que le fond nous parle du personnage. Ça, c'est vraiment intéressant. Et c'est lui qui va définir aussi ce qu'on appelle les mouvements mentaux. C'est-à-dire, il nous dit souvent dans le traité de la peinture, quand vous regardez des gens, essayez d'enregistrer dans votre tête comment ils sont. Vous voyez, par exemple, cette dame-là, elle est pensée. Elle se dit, qu'est-ce qu'il va nous dire encore? Il y en a qui tiennent les sourcils, d'autres c'est les bras, mais au niveau des faciès. Alors quel est l'intérêt? Il dit, si vous ne regardez pas les autres, qu'ils soient beaux ou laids, vous avez tendance à vous dessiner. Et c'est vrai. Parce que si vous réfléchissez bien, qui vous regardez le plus? C'est vous, dans votre miroir. Donc, si votre main, vous la laissez faire et vous dessinez par exemple un nez, vous allez voir qu'il va ressembler au vôtre. Il faut énormément d'efforts pour dessiner un nez d'un autre. Attention, hein, vous n'avez pas l'autre devant vous, vous dessinez à vide. Ça, c'est un bon essai, effectivement, on le voit bien. Alors, donc ça, c'est une thématique, on en parlera plus tard. Alors là, au niveau de l'idée, ce qui est important, c'est les détails. Hein? Il faut vous imaginer que vous êtes aussi dans la peau du policier qui regarde les détails et les erreurs. Alors je dis souvent à mes étudiants, par exemple, dans ce domaine, je leur dis, qu'est-ce qui caractérise un individu? C'est ses poubelles. La première chose que fait un policier, il regarde les poubelles. Parce qu'en fait, en regardant vos déchets, vous savez ce que vous mangez. Si vous savez ce que vous mangez, vous savez que des choses sont vos goûts, vos habitudes, vos caractéristiques. Ça commence comme ça. Donc on commence par les déchets. Finalement, on est des producteurs de déchets. Donc en fait, puisqu'on est producteur, on se dit comment on produit. Là, c'est un déchet. Vous voyez, sur le plan, c'est-à-dire que si je me mets là, ça ne vous gêne pas. Si je me mettais là, ça vous gênerait quand même. Bon, mais là, ça ne vous gêne pas. Donc, qu'est-ce que je veux dire par déchet? Il faut s'entendre sur le mot. C'est-à-dire que c'est un objet qui est un détail qui n'est pas vraiment fondamental ici. Et c'est à partir de ces déchets qu'on va pouvoir des fois reconnaître l'artiste. Pourquoi? Parce que vous voyez là, ça, vous voyez cette transparence? Vous voyez l'objet? Eh bien ça, si vous amusez à le refaire sur l'ordinateur, vous avez la même transparence. Or l'ordinateur ne connaît rien. Hein. En fait, si vous mettez l'indice de réfraction, vous mettez que c'est du vert, vous mettez en fait cette taille, etc., et vous regardez le fond, ça sera la même chose. C'est tout à fait intéressant. Vous voyez aussi cet objet-là. Donc c'est toujours intéressant aussi les reflets. Si vous, donc maintenant je vous enlève de la catégorie de Joe, je vous repasse à cultiver. Donc vous vous rappelez de la échelle qui tient une boule et qu'on voit sa tête dedans. Hein? Bien. Vous voyez en fait cette perspective, cette déformation. Eh bien ça, on peut le retrouver chez Léonard de Vinci sur certains points. Alors un autre point qui est important, qui lui, il est moche, on est d'accord. Bon. Je parle aux hommes. Bon. Les femmes, je sais bien qu'il est très beau, comme la plupart des bébés. Comme tous les bébés. Surtout quand ils sont à la naissance. Alors, pourquoi en fait ce bébé est moche? Soyons honnêtes. Soyons honnêtes. Pourquoi il est moche? Parce qu'il est vrai qu'on n'est pas habitué en fait à voir des bébés moches en dessin. Alors, je m'explique. Regardez la tête. Je vous ai perdu? Vous êtes largué? Non, vous suivez, on est d'accord. Regardez la tête. Regardez en fait les épaules. Et regardez les vôtres. Vous êtes tous des petites têtes par rapport à un bébé. Et Léonard de Vinci, c'est lui le premier qui dit, attention, ceux qui dessinent des bébés avec des proportions d'individus de 30 ans, c'est qu'ils n'ont pas observé des bébés. Un bébé, c'est une très grosse tête par rapport à évidemment, je pense que les femmes peuvent s'en donner, parce qu'il faut bien que les épaules passent par un endroit. Donc vous imaginez, pour les hommes, des épaules comme ça. Hein? Bon.
Alors, en fait, Léonard de Vinci, c'est le seul qui sait dessiner des bébés comme ils sont, moches. D'accord? C'est normal. Ils sont boudinés, ils viennent de sortir, etc. C'est normal tout ça. C'est de la physique et c'est de la biologie. Donc après, quand on décide que c'est beau, c'est parce que nous, on est humains, on aime bien. Mais finalement, je vais vous le donner, je vais vous l'expliquer, parce que je vois les psys qui commencent à... Par exemple, pourquoi les gens moches, ils arrivent quand même à avoir des couples? Parce qu'on s'en fout de la mocheté. Il y a quand même l'amour. Donc là, c'est pas ça. Ce qu'il veut dessiner, c'est ça qui est très proche pour moi de Léonard de Vinci, c'est qu'il dessine le Christ, donc on se dit quand même qu'il devrait utiliser tous les canons de la beauté, et lui il se dit que le plus grand des canons de la beauté, c'est la nature. Or, je ne peux pas dessiner un enfant avec des proportions d'un individu de 30 ans. Donc, votre Christ, il est un peu boudiné, il a un petit gros ventre, il a un sexe comme ils sont, de cette taille, ses pieds sont du même genre, et il a effectivement une tête. Regardez sa tête, regardez ses épaules, regardez ses épaules. Oui? Donc, et ça c'est une critique qu'il fait aussi à ses contemporains. Ils disent, mais il ne faut pas le dessiner comme ça. Donc, il dit bien, regarde et observe les enfants, et essaie de les dessiner. Évidemment, les enfants, c'est quand ils dorment que vous pouvez les dessiner, hein, sinon vous imaginez un bébé comme ça. Alors, intéressant, donc maintenant, au niveau de la symbolique, donc, c'est quoi cet objet-là? C'est un œillet. Bon. Alors, c'est intéressant, au niveau de la symbolique, c'est la Vierge qui tient l'œillet et le donne au Christ. Mais est-ce que c'est au Christ? Ou c'est à Jésus? Donc là, maintenant, on rentre dans le domaine religieux. En fait, la Vierge, en donnant l'œillet, qui est le symbole de ce qu'elle veut dire, du sacrifice, c'est qu'en donnant naissance à Jésus, elle sait que c'est le Christ. Donc, en fait, elle donne naissance à quelqu'un qui va se sacrifier. Ce qui est important dans la religion christique, c'est le sacrifice, c'est pas la résurrection. La résurrection sans mort, ça n'a pas de sens. Donc, il faut d'abord qu'elle donne naissance à quelqu'un qui va mourir. Et ça, c'est codé par cette représentation. Donc, vous voyez, en fait, donc, je ne reparle pas des drapés, j'en reparle pas à chaque fois. Alors, une autre influence aussi, qu'on ne voit pas encore, vous voyez un peu le voile. Hein? Alors, ce voile-là, ça va être plus évolué chez la Joconde, et que c'est un peu plus subtil, mais il y a un détail qui vous frappe, lequel? Vous l'avez sur le bout de la langue, non? Ça c'est pas mal, mais encore mieux. Encore mieux par rapport à ce que je vous disais sur les paysages, c'est que ça dépasse. Et ça c'est très fort. Ça c'est très fort. Parce que ça, c'est facile. Vous faites une découpe, vous faites de l'ombre, vous dites ça on ne voit pas bien, vous voyez bien le fond, c'est très bien. Mais là, cette petite chevelure là, qui ressort, là, vous êtes obligé de faire un traitement particulier ici. Hein. Alors là, c'est ce qu'on va utiliser, le problème des glacis. Alors, qui va donner finalement, avec l'évolution du temps, la technique du sfumato. Hein. Alors la technique du sfumato, on a toujours l'impression que, on peut allumer là, les autres, on n'aura pas besoin de tant de détails. La technique du sfumato, on a l'impression que c'est quoi? On a l'impression que c'est un peu de flou. Alors c'est obtenu, ce flou, par plusieurs procédés. Alors le premier procédé, c'est que Léonard met les mains sur la peinture. Et ça c'est très beau quand même. Que ça, se les certifier, c'est bon, il n'y a pas d'empreinte. La touche finale se fait avec les doigts, et pas au pinceau. Surtout sur les visages. Donc il travaille le visage de façon très fine. Alors, le glacis. Alors c'est pas simplement une couche. Est-ce que vous vous rappelez, au moment du Saint-Centenaire, vous étiez pas né, mais c'est pas rien, je m'en rappelle pour vous, donc vers 52, eh bien, ils avaient fait une étude une radiographie de la Joconde, et ils avaient regardé le dos. Et en fait, ils avaient vu des trucs comme ça. Ils avaient dit que c'était impossible de savoir qu'est-ce qu'il a fait devant. Si vous prenez une œuvre normale d'un individu normal, un peintre, quoi, et vous regardez le dos du tableau, vous pouvez voir en fait non seulement les démarcations
indentation, les lignes, mais vous pouvez savoir par où il a commencé, qu'est-ce qu'il a fait en dernier, etc. Bon. Chez Léonard, en fait, on voyait ça, et on ne comprenait rien, on se disait c'était vraiment incroyable. Et donc, il y a eu un autre spécialiste de Franck qui a travaillé là-dessus, et il s'est rendu compte de quoi? C'est que quand ils ont fait après une étude spectroscopique avec un système beaucoup plus évolué, ils se sont rendus compte qu'il y avait 20 couches de glacis. Alors, je ne sais pas si vous imaginez, mais 20 couches de glacis, d'abord c'est de la peinture à l'huile. Donc ça sèche vachement vite, vous savez bien. Et ensuite, à chaque glacis, il faut attendre qu'il soit sec pour poser le suivant. Donc il ne faut pas s'étonner que ça soit très lent. Et c'est pour ça, en fait, qu'on a une telle difficulté à avoir le rendu. Alors la technique du sfumato, c'est quoi? C'est ce que je disais, la micro-division. Nous, on a une époque informatique, donc c'est plus facile. Imaginez en fait qu'il fasse un tel grossissement et qu'il dessine avec un pinceau tellement fin qu'il s'amuse à dessiner que les pixels de l'écran. Donc il ne dessine pas l'objet, il dessine les pixels. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il joue sur les pixels et il joue sur la lumière. Et quand il est sur le bord, les séparations, il fait un effet de bord, ce qui lui permet en fait d'avoir un caractère flou. Pourquoi? Parce qu'il a remarqué, par exemple, ce que vous voyez, bon, on ne va pas rallumer, mais vous comprendrez, vous le ferez chez vous, les montagnes, comme elles sont loin, il y a l'effet de l'atmosphère. Pour rendre l'effet de l'atmosphère, il a mis plus de glacis de ce type. Alors que toute la surface, même quand vous avez de l'eau, des gouttes d'eau, ça vous déforme. Et si vous voulez avoir la meilleure preuve, eh bien, quand vous bronzez, on vous dit enlevez les gouttes. Non, on ne vous a pas dit. Vous avez des parents qui ne s'occupent pas de vous. Quand vous bronzez, surtout pour les filles, d'accord, il faut bien enlever les gouttes, parce que si vous laissez les gouttes, en fait, ça vous fait des gouttes. Et donc, vous bronzez, point. Sans un dalmatien, ça dépend ce que vous voulez faire avec, mais l'idée, en fait, c'est l'uniforme. Donc, en fait, l'idéal, c'est que le corps soit totalement mouillé. Donc, il crée, en fait, une fine pellicule humide qui utilise, en fait, donc, tout le soleil comme un capteur et qui vous bronze mieux. Parce qu'évidemment, quand le rayon tombe, il a tendance, quand il repart, il a tendance à rester. C'est exactement ce qu'on utilise, en fait, pour la radio. On va le mettre à grande distance, d'accord? En fait, on utilise l'atmosphère qui rebondit. Les ondes hertziennes font ça, donc c'est pareil. Et en fait, ça, il l'a repéré, Léonard de Vinci, que, il disait pas Hertz, évidemment, ne faisons pas d'anachronisme, mais il s'est rendu compte, en fait, qu'il y a énormément de déformations qui sont dues à l'eau, qui sont dues, en fait, à l'atmosphère, et à l'épaisseur de cette atmosphère. Et donc, au rendu. Et ça, il arrive à le faire uniquement avec cette micro-division qui, une fois les 20, alors en moyenne on a 20 à 30 couches sur les œuvres, ce qui est colossal. Et les chercheurs ont fait ce découpage. Donc en fait, vous voyez, vous prenez ces feuilles transparentes et vous amusez à les coller les unes par-dessus les autres. Vous mettez que quelques traits sur les genoux. À la fin, vous avez un effet de flou. Alors c'est ça, cet effet de flou qu'il a fait et qu'on utilise aussi bien donc, sur le personnage que sur les paysages. Voilà. Donc on va prendre la suivante. Voilà. Alors, là c'est très intéressant. De toute façon, je vais toujours le dire. D'abord, il y a la chevelure. Voilà. Alors, l'ange. Donc c'est l'ange de l'Annonciation, donc vous n'avez pas besoin de croire. Elle est à droite. D'accord. Alors, là maintenant, vous voyez que d'abord, c'est un tableau de première maturité, enfin de grande maturité, mais de première maturité, donc il sait déjà bien faire. Alors, l'ange, c'est le premier, Léonard de Vinci, à faire des ailes d'ange qui sont des ailes d'oiseaux. Tous les autres faisaient des ailes, faisaient ce qu'ils voulaient. Lui, en fait, ça, là, si je vous trouve ça, j'enlève l'ange, ça, en fait, c'est des vraies ailes d'oiseaux. D'accord? Donc ça, c'est vraiment un signe, parce que c'est vraiment le seul qui fait ça. Ensuite, vous avez la chevelure, vous avez les fermetures drapées. Alors, par exemple, pour ça, on a toute une série de dessins où là, il y a un nœud. C'est très important, c'est plus difficile à faire. Et on a des dessins au fusain et à l'encre. Donc, c'est pareil pour se draper. Donc, plus intéressant maintenant, qu'est-ce que vous voyez derrière? Le botaniste.
pourrait être ça, mais je parle d'abord au niveau symbolique. Au niveau symbolique, en fait, vous avez le paysage qui raconte d'où vient l'ange. Ça, c'est un jardin. Paradis, en persan, ça veut dire jardin. Donc, en fait, il nous montre, alors que vous voyez juste un jardin, eh bien, vous vous dites quel est l'intérêt. Donc après, il y a le choix des fleurs. Vous voyez, il a même une fleur. Quand vous allez regarder, si je fais un grossissement de ces fleurs, vous verrez que la fleur, et vous aurez vraiment l'impression, comme vous avez dit, que c'est un botaniste qui a dessiné ça. Donc vous voyez, ça c'est un détail qui ne serait pas vraiment fondamental. Or, ça nous donne différentes caractéristiques. Alors, on passe à la suivante. Donc on reste de ce côté. Alors, repasse en arrière et revient dessus pour qu'il voit. Donc là, on est au bord du tableau. D'accord? Donc on a la Vierge, on a les montagnes. Alors c'est assez intéressant. La Vierge est en position d'attente. Alors ne me dites pas que maintenant vous avez l'œil travaillé, que ça, c'est pas un détail. Parce que ça, je peux vous dire que si vous le faites, eh bien, vous aurez l'impression que c'est vraiment un objet qui est fait en marbre, sculpté, avec les bons rapports. Ça peut tenir, donc parce que vous voyez, dès que c'est de la sculpture, il y a de la gravitation, on ne peut pas faire n'importe quoi. En peinture, on peut faire n'importe quoi, tout est permis. Dès qu'on dessine quelque chose sur un objet à 2 dimensions, c'est de la peinture. En sculpture, ça ne marche pas. Il faut quand même qu'on respecte la physique et les normes. Donc, ça, c'est un immense détail qui est important. Donc, le drapé, on est au courant. Ici, on a une ouverture. Là, on voit loin le cyprès, donc caractéristique de la religion. Et après, on revient sur un petit détail, la main. Donc, vous voyez qu'il y a un livre. Bon, alors évidemment, quand vous le voyez comme ça, vous ne voyez pas. Vous voyez que vous ne voyez pas. Donc là, maintenant, on va voir ce qu'on ne voit pas. Donc, on passe à la suivante. Voilà, encore. Donc là, c'était ce qu'on ne voyait pas. Et là, maintenant, c'est ce qu'on voit. Et là, c'est quand même ça, c'est vraiment... il faut une signature de Léonard. Alors, regardez bien. Donc, les pages du livre, d'abord, elles ont des éléments de courbure. Elles sont faites quasiment transparentes. Donc, vous voyez qu'en fait, le livre dépasse. Là, c'est la petite signature, c'est l'artiste. Comment dire? Récemment, là, j'ai vu qu'ils vont passer un film sur Picasso. Alors, Picasso, en fait, faisait des toiles et il les signait après. Pour que les gens qui ont leurs toiles, ces toiles, soient obligés d'être dépendants de lui. Vous voyez? Donc il donnait en fait ces toiles à ses femmes. Ces femmes après avaient besoin d'argent, il disait mais est-ce que tu peux la signer? Il fallait qu'il revienne. Il la donnait pas signée. Donc vous allez me dire, c'est mesquin, je ne dis pas le contraire, mais c'est une caractéristique, un petit détail. Alors ce petit détail, c'est un peu la caractéristique, c'est un peu la chiquenaude aux autres peintres du jour. Tu vois, je fais le livre, attention il dépasse. Donc il faut le faire translucide pour qu'on voit ça. Et les feuilles sont translucides. Alors maintenant, si vous remarquez au niveau d'écriture, parce qu'on s'intéresse aussi à la linguistique, bien c'est une écriture inventée. Voilà. Alors on pourrait penser à des principes de type. Alors ça ressemble. Vous voyez tout de suite, en France on connaît mieux l'écriture arabe, donc vous voyez que ça c'est pas arabe, ce n'est pas non plus une écriture carrée, ce n'est pas une écriture de type gueuse. Vous n'avez pas l'inversion, parce qu'on reconnaît certaines lettres, en fait c'est une invention venue. Donc vous allez me dire, quel est l'intérêt? Vous voyez bien, vous vous rendez compte déjà quel grossissement on a fait pour obtenir ça? Parce que revenir en arrière. La dimension de la toile est combien? C'est 100. Non, encore plus. Voilà. Donc, essayez d'imaginer l'ensemble de la toile. Vous voyez en fait qui est assez allongé. Et je vous reviens maintenant petit à petit et vous allez vous rendre compte de la taille du livre. Donc, en fait, et refait maintenant le grossissement. Vous voyez, ça c'est colossal. En fait. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que malgré ça, il fait toujours un effort, même pour des choses qui ne sont pas vraiment visibles, de mettre autant de détails. Et ça, si vous voulez, c'est des stigmates, des caractéristiques de Léonard de Vinci. Alors, la suivante. Voilà. Alors, donc ça, est-ce que ça représente un intérêt?
Voilà, alors il y a cette idée, donc vous commencez à rentrer dans le jeu. Ici, là, vous voyez que ça pourrait être un défaut technique, c'est un peu trop noir par rapport à ça. Ça vous donne en fait un effet de profondeur. Et là, en fait, on va rentrer dans la technique du clair-obscur. Alors, la plupart du clair-obscur, je vois les gens qui sont minces, donc dans le clair-obscur, c'est quoi l'idée? Quand vous faites quelque chose où vous voulez mettre de la profondeur, vous mettez de l'ombre. C'est comme ça que le font les gens normaux. D'accord. Et Léonard de Vinci, c'est le premier qui a eu l'idée de faire autrement. C'est-à-dire qu'au lieu d'éclaircir la zone, il noircit le contour. Donc vous allez me dire, c'est évident, c'est la même chose. Pas du tout. Parce que si vous noircissez le bord, eh bien, votre ensemble blanc ressort en volume. C'est un effet d'optique. D'accord. C'est-à-dire que son visage là, même si vous ne voulez pas, il sort un peu arrondi autour vers vous. Vous avez du mal à essayer mentalement de le mettre à plat. Vous allez dire ça fait faux, c'est pas possible. Il ressort quand même. Alors, si vous voulez le mettre à plat, c'est très facile, vous blanchissez tout le tour. Et là, d'un seul coup, il va être de nouveau plat. Et ça, c'est une technique que personne n'avait pensé avant. Donc, au lieu d'éclaircir le visage, je noircis le pourtour. Donc là, en plus, il nous fait un jeu de mots, parce qu'en fait, là, c'est Ginevrier. Donc c'est encore, il raconte en même temps l'histoire. Mais vous voyez, il ne l'a pas placé ici. Parce que s'il l'avait placé ici, par exemple, son front se sera enfoncé dans l'image. Alors que là, il ressort. Donc vous voyez, il utilise le déplacement de la figure, elle n'a pas été faite par hasard à cet endroit-là par rapport au pourtour. Et c'est pareil, dans le fond, vous avez toujours le paysage. Alors, attention, donc ça c'est la série, si vous voulez, c'est le premier portrait. On ne peut pas appeler ça vraiment le portrait moderne au sens, mais vous avez déjà, regardez les épaules. Ça va commencer, ça va faire carrément une torsade, surtout avec la dame à la nuit. Donc, ça, c'est une innovation. Avant, on faisait de face. Bon, les Égyptiens faisaient comme ça. Après, on s'est dit quand même que c'était mieux comme ça. Et puis après, on s'est dit que c'est mieux comme ça. Et puis après, c'est mieux comme ça. Vous savez, bon, je ne fais pas le reste, vous savez. Alors, quelle est l'idée? L'idée, en fait, c'est qu'en faisant la torsade, on maîtrise mieux les volumes. C'est-à-dire que vous le voyez, vous le voulez ou pas, quand vous faites quelque chose de torsadé, c'est impossible de le mettre à plat. Alors que si vous faites une vue de face, eh bien vous pouvez facilement l'écraser. D'accord? Essayez de penser à des peintures un peu plus modernes, peut-être même impressionnistes. Donc c'est plus écrasé parce que c'est quasiment à plat. Dès que c'est un peu décalé, c'est difficile. Alors, vas-y André. Voilà. Alors là, une composition, donc après avec une demande. Alors là, c'est pareil. Donc l'ensemble des rochers, donc vous êtes bien dans le cadre maintenant. Vous voyez qu'en fait, on a les thématiques de la storia, on a les techniques des clairs-obscurs, c'est-à-dire qu'ils ont tous des visages très éclairés par rapport à un fond sombre. Le fond permet même d'absorber certains éléments de la tenue. Les drapés sont toujours présents. Les tailles des enfants correspondent à des tailles réelles. Et puis ensuite, il y a un peu le jeu de Léonard de Vinci. Par exemple, une question à laquelle je ne répondrai pas, mais attention, je la pose quand même et je ne vous demande pas de répondre, c'est qui est le Christ? Oui, vous avez du mal à ne pas répondre. Hein. Voilà. C'est plus fort, voilà. Alors faites attention. Donc, je ne dis pas si c'est vrai ou pas, j'insiste, mais posez-vous la question. Parce que vous vous dites, c'est à droite, parce qu'elle le tient. Qu'est-ce qu'elle fait là? Qu'est-ce qu'il fait lui? Qu'est-ce qu'il fait lui? Qu'est-ce qu'il fait lui? Qu'est-ce qu'il fait lui? Et ce qui est intéressant, c'est un peu, on reprend une thématique échérienne, c'est-à-dire qu'en fait, vous voyez les deux mains qui se dessinent. Si vous commencez à dire, si je vous posais la question, quelle est la main qui dessine l'autre? Si vous essayez de répondre, vous allez tomber dans un cercle vicieux, vous ne pouvez pas. C'est forcément une troisième main qui dessine. C'est ni la droite ni la gauche. Bon, là en fait, il nous fait rentrer dans un jeu. Pourquoi? Parce qu'elle a tendance en fait à faire ça. Eux, ils ont tendance à faire ça, mais lui, il a tendance à revenir. Alors, par exemple, je pourrais poser une autre question vicieuse, c'est qui a été dessiné en premier?
là, vous êtes obligé d'engendrer du mouvement. Et ce qui est vraiment très beau chez Léonard de Vinci, c'est que, alors c'est une prose qui est quand même ultra statique, d'accord, hein? Bon, je ne parle pas des variations, enfin je ne sais pas si on a différentes variations où des fois on a des auréoles et on n'a pas forcément l'indication. Attention, encore plus intéressant, au niveau de ce qu'on a dit tout à l'heure, regardez en fait cet ange. Alors une caractéristique aussi léonardienne, c'est que vous voyez que la rotation de la tête se fait jusqu'à l'œil. Très important ça. Quand vous allez voir, il ne faut pas que l'œil sorte de bord. Donc, ça va être au bord maximum. On ne peut pas faire plus de rotation. Après, ça va être là. Alors, vas-y, passe la suivante pour qu'on voit. Alors, on va faire le jeu. Vas-y. Repasse en arrière et reviens. Je refais ça plusieurs fois, comme ça, pour les agacer. Comme ça, ils seront plus sûrs qu'ils ne seront pas sûrs. Alors, donc vous voyez par exemple la main disparaît. Tu continues, André, tant que je ne te dis pas, ils n'ont pas dit qu'ils sont lassés, on s'en fout. Donc, vous voyez cette main, elle disparaît, d'accord? Bon, ensuite on a les auréoles. Lui, là, pas, c'est un ange. Bon, là, il n'y a pas d'aile, là, il y en a un. Oui, alors, ça c'est vraiment le problème de variation. Et il y a une autre chose que vous voyez, ici c'est beaucoup plus sombre, alors que l'autre, c'est plus lumineux. Mais, alors, maintenant que vous voyez en fait tenir la croix, ce qui tient la croix, par exemple, c'est ce qui est caractéristique de Saint Jean-Baptiste ou du Christ. On ne répond pas, on se pose simplement des questions. D'accord, on s'est remis dans le cadre public pour 3 personnes. Donc ce que je vous dis simplement, c'est qu'il y a 2 objets. Je n'ai pas dit que c'est forcément les 2 de Léonard de Vinci, à vous de retravailler là-dessus. Je dis que ça peut être un thème et variation, ou ça ne peut pas l'être. Mais faites attention, en fait, c'est très important d'essayer de voir. Alors regardez aussi, ici, reviens ici, sur l'autre. C'est quoi ça? Par rapport à ça, vous voyez, on revient sur l'autre. Est-ce que ça c'est tendu par rapport à ça, alors que ça c'est tendu, donc on voit l'élément de surface. Là, c'est assez intéressant, on revient, regardez uniquement lui, revient, juste vous concentrez là-dessus. Et vous allez voir qu'en fait la rotation au niveau de l'œil c'est la même. C'est-à-dire que, alors, on va passer au suivant. Encore, voilà. Ça, on peut appeler ça le premier portrait moderne. Alors vous allez me dire c'est exagéré. Il est mort en 1519, on parle de portrait moderne. Alors c'est quoi l'idée? Alors d'abord, le bord, vous voyez l'œil? Si elle tournait un peu plus, l'œil il passerait dans le néant. Donc en fait vous aurez le globe et vous auriez l'impression que l'œil sort, ce qui serait très laid. On est d'accord? Vous êtes d'accord? Bon, vous n'êtes pas d'accord, ça ne fait rien. C'est moi le conférencier, donc après, c'est une conférence. Mais ce que j'essaie de vous dire, c'est que cet angle-là, quand vous faites des dispositions de rotation, c'est en fait le plus esthétique. Alors, vous pouvez ne pas aimer cette esthétique, que si vous faites trop loin, l'œil va commencer à sortir. Si vous faites un peu plus loin, c'est le nez qui sort. Alors, si vous voulez dessiner Cyrano, c'est très bien. Mais à part Cyrano, le reste, ça vous fait... bon. Alors, si vous le faites trop dans l'autre sens, vous revenez sur le face. Alors, ce qui est assez intéressant aussi, c'est la torsade. Donc d'abord, déjà, le portrait du musicien, le portrait qui est peint ne regarde plus le peintre. Il regarde ailleurs, il est hors cadre, hors champ. Donc, vous avez donc une rotation de la tête, mais vous avez une rotation du cou, qui est lui-même en rotation par rapport aux épaules, et en fait, même les épaules sont décroisées par rapport au corps, ce qui est accentué aussi avec l'hermine. Et le positionnement que vous voyez de cet ensemble, eh bien, vous allez vous rendre compte qu'elle est comme une hélice. Et alors que là, le fond est vraiment ultra plat, on est d'accord? Vous avez du mal à ne pas l'avoir en 3D. C'est impossible. Vous voyez, il vous force en fait à voir ça. Alors, quelque chose qui est intéressant, regardez les doigts. Vous regardez ce petit doigt là?
Donc je le fais comme ça maintenant. Regardez pas les miens. Il est moche, non? Je suis honnête. Il est très gros. Non? Vous ne trouvez pas qu'en fait qu'un petit doigt soit très gros? C'est pas normal. Or, si vous réfléchissez et vous remettez votre main comme ça, vous allez vous rendre compte que l'angle au niveau du doigt, comme on n'a pas un truc linéaire, eh bien, il est un peu bougé. Ce qui fait que, alors que vous avez un élément, par exemple, de surface, là c'est quasiment à plat, ici, ce dos, celui-là il est déjà tordu. Celui-là, en fait, il est dans une position encore plus tordue, c'est pour ça qu'il est plus gros. Et il le fait comme ça. Donc, en fait, ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire qu'il exerce une pression sur les hermines. Donc, ce n'est pas simplement une main qui est posée comme morte. Elle a une pression, donc il nous donne une gestuelle. Alors, c'est intéressant aussi, on verra avec la Joconde, vous voyez la brisure. Donc, ce n'est pas une main lourde qui est posée sur l'animal, c'est une main qui est soutenue, et c'est simplement la main qui pose. Donc, c'est beaucoup plus tendre. Et le positionnement, vous pouvez, alors évidemment, je ne sais pas si vous êtes spécialiste d'hermine, mais vous allez voir que c'est les mêmes problèmes aussi au niveau de ces pattes. Et évidemment, tout à l'heure on a parlé donc, très bien du botaniste. Là, en fait, on pourrait très bien parler de quelqu'un qui est spécialiste pour les animaux. Si on vous donne juste l'hermine, on efface l'objet, vous dites qu'il l'a vraiment dessiné de façon très réaliste. Alors, je ne parle pas sur les broderies, etc. Mais donc, pensez bien qu'il est considéré comme vraiment le premier portrait moderne. Les autres portraits étaient soit de face, soit très conventionnels au niveau de la stature. Et là, c'est la première fois qu'on a une torsade. Alors, c'est assez intéressant, parce que souvenez-vous, enfin maintenant on fait des cartes d'identité horribles, on a tous des gueules de gens, oui, mettez-vous dans le rond, non mais c'est vrai. S'il y en a un parmi vous qui a une nouvelle carte d'identité où il est beau, qu'il me le dise. Non, avec la casquette. Non, maintenant on est dans un œuf comme ça, un truc énorme. Mais souvenez-vous, un peu avant on faisait des photos de face. D'accord? Et puis après, les photographes commençaient à vous dire, tournez-vous un peu comme ça, c'est plus beau. Alors là, c'était assez ridicule quand vous ne connaissez pas, parce que vous dites, de toute façon, c'est ma tête. Mais en fait, votre tête au niveau du cou se place différemment quand elle est en torsade que quand elle est de face. Et puis évidemment, après, la mocheté est redevenue l'œuf. Donc on a tous un œuf. Alors, vas-y. Alors, regardez la différence. Donc ça, si vous voulez, c'est l'étape intermédiaire, le musicien, entre Genièvre et la dame à l'hermine. C'est-à-dire que vous avez ces techniques, vous voyez l'œil? Voilà. Vous voyez le nez? Voilà. Et vous voyez les cheveux. Vous voyez en fait les boucles, ça rappelle l'ange. Donc ça c'est un musicien. Partition. Attention. Partition. On lutte. C'est dur hein, là. Hein, c'est dur. Alors essayez de retrouver. Vous allez vous rendre compte en fait qu'on a quasiment un élément anachronique. En fait c'est une partition qui n'est pas vraiment une partition, c'est ce qu'on appelle avec l'écriture carrée, quand vous allez le voir plus en détail. Alors c'est le musicien, donc le signe du compositeur, si vous voulez. Donc, si je vous enlevais ça, vous auriez du mal à dire que c'est un musicien. Donc c'est un peu son histoire, peut-être un portrait sur commande, et c'est assez intéressant. Donc vous vous rappelez, donc regardez ça, travail nocturne, il n'a pas encore, voilà, et on a quand même des plis. Non, on a déduit ce qu'il faut. Bon, alors, voyons. Alors là, c'est pareil. Donc ces deux portraits sont les intermédiaires. Vous voyez donc toujours ce début de rotation qui va se faire. Alors, c'est assez intéressant. Regardez ça. Par rapport à son corps. Vous voyez, quand les conférenciers, on se permet tout. Alors, eh bien, vous allez vous rendre compte quoi? Eh bien, vous allez vous rendre compte que si elle était vraiment de face, cet objet-là aurait tendance vraiment à la couper. Et là, il donne du relief. Or, comment vous voyez un peu le relief? Eh bien, vous allez voir en fait que la couleur est un peu différente là.
Vous voyez? Là où c'est, en fait, le plus proche, c'est ici qu'on voit la différence, c'est que Léonard de Vinci s'est rendu compte que quand les couleurs sont près, l'une influence l'autre. Alors, vous savez, par exemple, dans les hôpitaux, on va rallumer là, maintenant, dans les hôpitaux, alors regardez, je vais utiliser ça comme... Est-ce que vous avez remarqué, si vous allez voir des amis à l'hôpital, que souvent les salles, quand ils font, ils tirent vers le rouge. Pas un rouge vénitien, mais un rouge. Vous savez pourquoi? Parce que ce reflet, en fait, donne bonne mine. Vous voyez? Alors, vous allez voir votre malade, et puis il a l'air d'avoir bonne mine. Alors, vous dites, mais tu vas mieux. Alors, vous lui dites, lui, il croit que c'est vrai ce que vous dites. Donc, effectivement, il commence à sourire, parce qu'il se dit, quand même, celui qui vient de voir, il me trouve vachement mieux. Donc, maintenant, imaginez le contraire. Vous imaginez une salle totalement blanche, horrible, genre votre ascenseur quand vous plaignez, hein, qui vous fait un truc comme ça, en haut, et vous allez là-bas et vous avez l'impression de voir, enfin, soit Dracula ou Nostradamus, je vous dis, ça va mal, non? Bon, ce que j'essaie de vous dire, c'est que ces techniques influencent l'aspect cognitif, mais en fait, elles ont une source physique. Et le véritable peintre, il est capable de les étudier. On va voir la suivante. Alors, la suivante, en fait, c'est... oui, alors, c'est ce qu'on pourra appeler... Georges, t'en peux plus, hein? Non, non, ça va. Il est toujours ça, mais après il m'en veut. Il répond plus. Alors, vous voyez, vous vous rappelez cette technique de stabilité mouvementée. Alors, il est quand même assis. On peut difficilement être bien mobile. Or, avec ce doigt, montre-là, ce pied qui est comme ça, l'autre pied qui est là, l'autre doigt qui est là, et lui qui regarde le bâton, il fait vraiment tout pour nous perturber au niveau des mouvements. C'est-à-dire que, essayez de vous mettre à un endroit, vous fixez par exemple, vous fixez sa main, vous faites l'effort intellectuel, vous avez du mal à ne pas descendre. Bon. Alors le problème c'est c'est est-ce qu'il descend ou est-ce qu'il tient le bâton? Problème. Bon. Ensuite, là, vous vous dites que c'est qui? C'est Saint Jean-Baptiste. Alors pourquoi? À cause de et ça vous gêne pas? Ça c'est une peau de panthère. Voilà, bref, à notre époque, mais en fait c'est un mélange, donc c'est une peinture, on pourrait dire syncrétique, où on a en fait des éléments de Bacchus. Et là c'est difficile, parce que si je vous dis maintenant, ça c'est une chose, et c'est là on démontre moi c'est en fait à bouger le regard. D'accord? Donc on a tendance à se concentrer sur le visage. Et si je regarde comme si je veux vous montrer le signe de croix, bon, et comment je ferai pour vous le montrer? Soit là, c'est
assez paradoxal, c'est que pour approcher le cercle, vous pouvez utiliser les portes. Et quand on les place tous ensemble, on est nécessairement dans le cercle, parce qu'on fait un bloc progressif. C'est pareil, avec 4 mouvements,